Bonjour Madame Nathalie, comment allez-vous? Merci de nous rejoindre. Euh, Souhaitons voir si votre micro fonctionne bien. Pouvez-vous faire un test micro, s'il vous plaît? Madame Nathalie, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Vous Ah, m'entendez? d'accord, oui, là on vous entend. D'accord. Je vous entends très bien. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Franchir les obstacles, engagement audacieux en faveur de la planification familiale en Afrique. Je suis Wilfried Semako Agosouve, votre modérateur, et c'est un honneur pour moi de participer à cet événement majeur. En ce jour où de la Journée mondiale de la contraception, nous sommes rappelés du rôle essentiel que joue la contraception dans la santé reproductive, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et notre région fait face à d'importants défis, mais aujourd'hui, il s'agit de mettre en lumière des solutions et les engagements qui font avancer les choses. Ce webinaire est une occasion unique de rassembler les jeunes leaders, les gouvernements et les communautés pour faire progresser la planification familiale en Afrique. Nous allons analyser les obstacles que rencontrent les jeunes dans l'accès à l'utilisation des services contraceptifs, partager les meilleures pratiques ainsi que les solutions novatrices pour améliorer l'engagement. Nous allons également profiter de ce webinaire pour sensibiliser également à l'importance de la contraception pour les jeunes en Afrique dans le cadre des engagements de la planification familiale 2030 des pays. Aussi, grâce à ce webinaire, nous allons stimuler le dialogue entre les jeunes, les décideurs politiques et les professionnels de la santé afin de renforcer les politiques favorables à la contraception. Utilisons cette plateforme pour inspirer le changement, partager les meilleures pratiques et renforcer nos engagements collectifs. Je me réjouis des discussions enrichissantes que nous allons avoir sous peu. Merci d'être avec nous. Sous peu, je donnerai la parole au docteur Martin Migombano et je vous prie de le recevoir. Je vous remercie. Docteur Martin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Wilfried. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Bonjour à tous. Bon après-midi. Ça dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. Je suis très heureux de participer à ces webinaires. En tout cas, j'en profite pour remercier les panélistes pour leur disponibilité. Je remercie aussi Billy Now Now, avec qui nous organisons ces webinaires. Ceci est un exemple de partenariat que nous souhaitons maintenir et voir se développer de plus en plus. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la contraception est les choix pour tous, la liberté de planifier, le pouvoir de choisir. Notre objectif collectif est de sensibiliser à l'importance d'une contraception sûre et accessible à tous, quel que soit l'âge ou le statut socio-économique. Comme vous le savez, plus ou moins 60% de la population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
est jeune. Elle fait face à toute forme de barrières qui l'empêchent d'accéder à la contraception, que ce soit en termes de normes sociales ou des systèmes de santé, voire des politiques nationales contraignantes. L'accès des jeunes à la PF est un des piliers de la stratégie 2030 et notre hub régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et aussi les centres névralgiques pour la socialisation ou la dissémination de la stratégie jeunes de FP 2030, tout en abritant ce que nous appelons les centres d'excellence que nous allons lancer bientôt pour la réduction de la grossesse chez les adolescents. Dear participants, the fundamental right of all individuals, including young people, to decide freely and for themselves whether, when, and how many children should have, lead healthy life, and participate as equal in society and its development is central to the vision and goals of FP 2030. As we may know, the sexual and reproductive health needs of adolescents and youth must be met to achieve the Sustainable Development Goals. Improved adolescent and youth health outcomes generates a triple dividend for adolescents today, the adults they will become, and the family they may choose to form. Gladly, we continue to see an increase in adolescent and youth-specific commitment from countries, including some allocating certain percentage of their budget to AY/SRHFP. This is brave. We remain committed to supporting the implementation of evidence-based strategies and intervention to improve access to family planning services, reduce unmet need for contraception, and advance reproductive health outcome in general. This webinar aims to highlight and celebrate successful initiatives to increase contraceptive use in Africa and to explore the challenges and opportunities of engaging young people. Like you all, I eagerly await to hear from our esteemed panelists. I wish you all a great celebration of the World Contraception Day, and thank you so much. Wilfried, over to you. Thank you. Merci beaucoup, Dr Migombano. À la suite de Dr Migombano, nous allons donner la parole à Monsieur Elvis Seriki, qui est Youth Engagement Officer à Planned Parenthood Global et lead du mouvement Billy Now Now basé au Bénin. Monsieur Elvis Seriki, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Wilfried, et bonjour à tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi de contribuer à cet espace d'échange entre tous les acteurs, je vais dire, la partie gouvernementale, la société civile, les jeunes et même les organisations qui appuient le travail des jeunes. Je voudrais particulièrement remercier Family Planning aussi, FP 2030, pour cette expérience de collaboration, de partenariat qui aide davantage à pouvoir donner la parole aux différentes parties prenantes pour pouvoir partager leurs expériences, partager leur savoir-faire et aussi donner de la ressource à tous les acteurs qui militent pour les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, spécialement à l'accès des femmes et des jeunes pour la contraception moderne en Afrique. Comme vous le savez, je crois que Dr Martin l'a rappelé, les jeunes en Afrique font face à d'énormes défis en matière d'accessibilité aux méthodes contraceptives. Et je crois que c'est pour nous un challenge à résoudre entre Planned Parenthood Global qui a initié le mouvement Billy Now Now et FP 2030. Comme vous le savez, notre continent est la seule région du monde où le nombre de jeunes ne cesse d'accroître, où le taux de prévalence contraceptive en termes de jeunes est très bas. C'est dans notre région, nous avons les taux très élevés d'avortement clandestin où les statistiques nous ont montré que nous sommes en moyenne à 397 décès pour 100 000 naissances vivantes en Afrique.
C'est toujours dans notre région, nous savons qu'il y a un manque criard d'éducation à la santé sexuelle. Et tout ceci mis ensemble ne participe pas à la pleine jouissance des droits en matière de la santé de reproduction des adolescents et jeunes. Je crois que cette jeunesse a quand même une grande importance dans la population globale en Afrique et c'est pour cela, je crois qu'il faut mettre les bouchées d'eau, beaucoup de ressources et qu'il faut multiplier les initiatives afin d'aider à capturer ce potentiel des jeunes. Et la grande question n'est donc plus de transformer le potentiel des jeunes en moteur de changement, puisque nous avons tous l'expérience que les jeunes constitue déjà un moteur de développement. Mais la question que je voudrais nous faire poser aujourd'hui, c'est plutôt comment est-ce qu'il faut renforcer le leadership et l'engagement des jeunes pour le respect et la jouissance holistique des droits sexuels et reproductifs en Afrique et comment capitaliser les initiatives à haut impact qui contribuent à faire avancer les agendas de nos pays. C'est la question que je voudrais poser à tout le monde et aussi demander à nos panélistes qui ont chaleureusement et avec joie accepté participer à ce webinaire. Je voudrais leur demander de nous partager leurs expériences et nous aider à répondre à ces deux questions que je me suis posées. Merci beaucoup et bonne séance d'échange à chacun et à tous. Merci, Monsieur Elvis. Cette jeunesse a une importance capitale et il faudra mettre les bouchées doubles, vous l'avez rappelé, et aussi de par vos deux questions qui s'adressent à nos panélistes que j'annonce, on aura avec nous Dr Vololo Niaina de Madagascar, qui est le point focal du PF 2030 du gouvernement de Madagascar. Nous aurons également avec nous Dr Nathalie Nkoumé, qui est spécialiste en développement des jeunes et en genre. Nous aurons également avec nous le troisième panéliste, Monsieur Amour Dieudonné Vodouhessi, qui est Billy et point focal PF 2030 du Bénin et représentant du projet BNN au sein de l'ABPF. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je le rappelle que le thème de ce webinaire, c'est franchir les obstacles, engagement audacieux en faveur de la planification familiale en Afrique. Chers participants, nous vous invitons à couper vos micros pendant que les panélistes seront en train de présenter leur développement. Si vous avez des questions, vous voudriez bien attendre le bon moment afin que nous puissions vous autoriser à poser vos questions. Et n'oubliez pas de nous faciliter la tâche en précisant la cible de votre question. Par exemple, ma question s'adresse au docteur Vololo Niaina ou peut-être à M. Amou ou au docteur Nathalie. Cela nous aidera et nous facilitera la tâche. Je vais donc donner la parole au docteur Vololo Niaina du Madagascar. Docteur, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. bonjour. Bonjour, docteur. Madagascar est honoré de participer à ce webinaire organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Aujourd'hui, avec le thème Franchir les obstacles, engagement audacieux en faveur de la planification familiale en Afrique. Pour commencer, à titre d'information, pour Madagascar, la célébration de la Journée mondiale de la contraception se tiendra le 4 octobre prochain. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, le gouvernement malagasy a fait la planification familiale un domaine prioritaire de son plan de développement national avec pour objectif d'augmenter la prévalence des contraceptifs modernes. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a élaboré une stratégie nationale de planification familiale et mis en œuvre une série d'interventions, notamment en augmentant la disponibilité et l'accessibilité des méthodes contraceptives au niveau des formations sanitaires, en formant les prestataires de soins de santé et en sensibilisant la population à la planification familiale. Prochain slide, s'il vous plaît.
Les objectifs de Madagascar pour l'engagement IFP 2030. Le premier, c'est d'augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union de 43% à 60%. Le deuxième, c'est de réduire le taux de besoins non satisfaits en PF de 14,6% à 8%. Et le troisième, c'est d'atteindre l'indice synthétique de fécondité de 4,3 à 3. La photo à droite montre l'engagement signé pour Madagascar lors de la célébration de la Journée mondiale de la contraception le 26 septembre 2021 sur le thème planification familiale, levier de développement. Les signataires de l'engagement étaient Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar et les deux autres ministres, dont le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Santé publique. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà la photo prise lors de la signature de l'engagement en septembre 2021. À gauche, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, qui a été nommé champion de la planification familiale grâce à son engagement fort en faveur de la planification familiale. Et à droite, le ministre de la Santé publique. Prochaine slide, s'il vous plaît. Dans l'engagement IFP 2030, il y a 9 engagements. Les 4 premiers consistent en la disponibilité des produits contraceptifs au niveau des points de prestation de services, dont le premier, c'est de l'engagement du gouvernement d'allouer 5% du budget total annuel d'achat des produits contraceptifs. Les 3 autres, c'est sur la contribution des partenaires techniques et financiers, les sociétés civiles, et sur la disponibilité, la diminution de rupture de stock, du taux de rupture de stock global à 10% d'ici 2030. Prochain slide. Les 4 autres consistent sur l'application des concepts d'inclusion, y compris les adolescents et jeunes, les personnes en situation de handicap, les démunis, les personnes en situation d'urgence humanitaire et aussi les détenus. Et le dernier, c'est la mise en œuvre au moins 75% des interventions du pilier santé définies dans la feuille de route. Dans les 4 autres aussi, c'est le garantie du respect de la qualité de service offert au niveau des points de prestation de services. Prochain slide. Concernant l'engagement financier du gouvernement, donc ce tableau montre l'historique depuis l'engagement IFP 2020 et puis l'engagement IFP 2030 à partir de 2021. En 2021, malgré son engagement, le gouvernement n'a pas pu décaisser de l'argent pour l'achat des produits contraceptifs à cause de la priorisation des interventions sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. En 2022, l'État a pu décaisser 853 millions de nos francs, qui représentent 3% pour l'achat des produits contraceptifs, 3% du coût annuel des produits contraceptifs pour l'année 2022. En 2023, l'État a décaissé 2 milliards 677 000 de nos francs pour l'achat des produits contraceptifs et cela représente 8% du coût total des produits contraceptifs en 2023. Prochaine slide, s'il vous plaît. Où en sommes-nous maintenant? Donc, en termes d'objectifs, notre objectif, c'est d'atteindre 60% en 2030. Avec notre tendance actuelle, on serait à 53% en 2030. Et avec l'estimation, la projection de TRAC 20 pour cette année,
on est à 48,6% pour le taux de prévalence contraceptive moderne chez les femmes mariées. Donc, il y a un écart sur l'objectif et notre tendance si on compare notre objectif, notre tendance actuelle. Si on voudrait voudrait atteindre notre objectif de FP 2030, il faut qu'on fasse une croissance annuelle moyenne de TPCM à 1,9%. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, pour cette année 2024, le taux de prévalence chez toute femme à Madagascar pour les contraceptifs modernes est de 39% et pour les femmes mariées de 48,6%. Le nombre d'utilisateurs ou d'utilisatrices réguliers est de 3 millions pour chez toute femme et de 2,530 pour les femmes mariées. Le taux de besoins non satisfaits varie entre les deux, donc 16,3 pour chez toute femme et 19,1 pour les femmes mariées. Et le taux de besoins satisfaits, 70,6% chez toutes les femmes et 71,8% pour les femmes mariées. Prochain slide, s'il vous plaît. Ces graphiques montrent notre tendance en termes de besoins satisfaits avec méthode moderne qui est présentée sur le premier graphique. Donc, pour cette année 2024, on est à 72%. 72% des besoins sont satisfaits. Et pour les besoins non satisfaits, qui est en orange là, donc le taux de besoins non satisfaits pour cette année 2024 est de 19%. À noter que la source de ces données, c'est le TRAC 20 en 2024 qu'on a fait lors de l'atelier annuel de suivi et évaluation de la planification familiale du TRAC 20 pour cette année. Prochaine slide, s'il vous plaît. Face à cela, pour accélérer l'atteinte des objectifs, parce qu'on constate qu'on a du retard pour atteindre les 60%, Madagascar a élaboré et mis en œuvre différents plans de mise en œuvre. Le premier, c'est le plan FP 2023. Donc, juste après la signature de l'engagement en septembre 2021, nous avons élaboré ce plan dont l'objectif est de recruter 1,7 million de nouveaux utilisateurs de septembre 2021 à décembre 2023. L'objectif a été atteint suivant notre système d'information sanitaire de routine DHIS2. Le deuxième plan qu'on a élaboré et qu'on a mis en œuvre, c'est le plan intitulé Plan d'action PF 100 jours. L'objectif de ce plan, c'est d'augmenter le nombre d'utilisateurs réguliers de 2,8 millions à 3,220 millions durant les premiers 100 jours de cette année 2024. Et le troisième plan, c'est le plan de mise en œuvre 2024-2028 de planification familiale. L'objectif de ce plan de mise en œuvre, c'est d'augmenter à 5,1 millions le nombre d'utilisateurs réguliers d'ici 2028. À noter que ces différents plans ont été disséminés, partagés au niveau régional et au niveau national à travers les différents forums. Donc, on a tenu le forum et cérémonie N, santé maternelle, néonatale, infantile, adolescent et nutrition, qui ont été réalisés tout au début de cette année. Donc, durant ces forums, on a traité aussi les sujets de la planification familiale dans les 9 régions prioritaires que l'on classe prioritaires
en 2024. Donc, l'objectif de ces forums, c'est surtout les sensibilisations de la population et des responsables au niveau des régions pour les services et cérémonies N, incluant la planification familiale. Et très récemment, nous avons tenu un forum national en planification familiale regroupant les autorités régionales de la santé, les gouverneurs des régions, les autorités religieuses et traditionnelles, les leaders des associations des jeunes et des sociétés civiles. Prochain slide, s'il vous plaît. Je vais présenter maintenant quelques interventions pertinentes qu'on a mis en œuvre en collaboration avec les partenaires en santé de la reproduction et planification familiale du ministère de la Santé depuis la signature de l'engagement IFP 2030. Donc, on fait la formation des prestataires de santé en planification familiale au niveau des formations sanitaires publiques et aussi les privés, y compris les organisations sanitaires inter-entreprises. Donc, on fait la formation en toute méthode planification familiale intégrée, incluant les méthodes de courte et de longue durée. On fait aussi la formation des agents communautaires en sensibilisation ou en offre de services en PF. Les soins de proximité aussi à travers les caravanes médicales, incluant les offres de services de PF et le clinique mobile avec offre de services en planification familiale dans les zones reculées ou dans les zones avec difficultés d'accessibilité. Donc, on met en œuvre les cliniques mobiles pour les offres de services de santé de la reproduction et de planification familiale. Prochain slide. On fait aussi la mise en place des groupes d'hommes, influenceurs et défenseurs de la planification familiale dans quelques districts de Madagascar. Et on a fait la campagne de sensibilisation qu'on dit Etia Bemirai. Bemirai, ce sont des termes malagasy, incluant la sensibilisation sur la planification familiale combinée avec l'offre de services. Les jeunes à Madagascar, les associations des jeunes sont intégrées dans les groupes techniques de travail en planification familiale et on fait aussi la mise en place des centres de santé amis des jeunes. Dans notre engagement IFP 2030, l'objectif c'est d'atteindre 850 d'ici 2030. On est actuellement à plus de 500 centres amis des jeunes labellisés, centres de santé amis des jeunes mis en place et labellisés. Et enfin, on a fait la mise en place du comité de coordination régionale multisectoriel en santé des adolescents et des jeunes avec la dissémination de la loi ANESER-PF. Madagascar dispose de ces lois qui donnent un environnement favorable pour l'accès des, des informations et des offres de services aux adolescents et jeunes, parce que dans cette loi, il n'y a pas de distinction d'âge qui peuvent bénéficier l'information et l'offre de services en PF, mais les adolescents et les jeunes peuvent, grâce à ce loi, peuvent bénéficier l'offre et l'offre de services et l'offre d'information. Et cette loi aussi, c'est bénéfique pour les prestataires de santé qui fait l'offre de services pour ces adolescents et les jeunes. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie. Merci, docteur Volo Loniaina, pour votre présentation
On retient l'engagement du gouvernement malgache à faire de la planification familiale une priorité de par des efforts qui comprennent des actions stratégiques pour garantir la disponibilité des contraceptifs, renforcer la sensibilisation et impliquer les jeunes dans l'amélioration de l'accès à la planification d'ici 2030. Nous voudrions par ici informer tous les participants qui sont anglophones que le webinaire est également disponible en anglais grâce à une interprétation simultanée. Et donc, ils pourront cliquer sur le lien qui est disponible pour être redirigés. So we want to inform English-speaking participants that the webinar is available in English through simultaneous interpretation. They can click on the provided link to be redirected. Thank you. Nous allons par la suite de l'intervention du docteur Vololoniaina donner la parole au docteur Nathalie Nkoumé. Docteur Nathalie Nkoumé, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. C'est vrai que je suis pas docteur, donc je préfère rectifier ça là. Du coup, merci d'être là. Merci de discuter avec vous, de me donner l'opportunité de discuter un peu de tout le cadre de programmation qu'on a en général ou qu'on doit avoir quand on travaille avec les jeunes, parce que les jeunes sont devenus aujourd'hui si je peux dire, des priorités, une priorité pour la majorité de nos programmes. Mais en même temps, parfois, on a des programmes, on met en place des actions, des activités sans tenir compte de certains, je dirais, principes fondamentaux. Donc, c'est difficile de parler de la composante d'une population qui se chiffre en milliards en 15 minutes, mais je vais essayer de le faire, discuter avec vous de ce qui sont les jeunes. Généralement, on pense que ce sont des personnes en très bonne santé et qui n'ont pas de problème de PF, n'ont pas de problème de contraception, ne sont pas sexuellement actifs. Et donc, du coup, dans les programmes et les projets qui sont mis en place, le budget qui est accordé à des activités pour les jeunes ou alors à une réponse adaptée aux jeunes est souvent très réduit. Mais c'est bien d'avoir leurs caractéristiques, de savoir comment ils se sentent, qui est-ce qu'ils sont et comment est-ce que nous pensons qu'il est normal de mettre en place ou alors quels sont les principes qu'il faut mettre en place en ce qui concerne leur programmation. Slide, la programmation en faveur des jeunes. Donc, je vais juste aller, disons, à un principe ou alors à des informations de base. Les jeunes sont généralement, si je peux dire, stratifiés selon leur âge. Les jeunes, ce n'est pas un groupe uniforme, c'est pas un groupe avec euh, un groupe d'âge de moins de 24 ans, comme on voit dans toutes les statistiques, mais ce sont des personnes qui ont des caractéristiques différentes. Et selon l'âge, par exemple, on va trouver des 15-24 ans, on va trouver des 10-19 ans, on va trouver des 10-24 ans, on va même trouver des 10-15 ans qui ont aussi des besoins en information et peut-être des besoins différents de ceux qui sont entre 15 et 19 ans, par exemple. Mais c'est aussi bien dans la programmation de tenir compte du cycle de vie et des étapes de vie de ces jeunes. Est-ce que ce sont des jeunes couples qui ont, par exemple, l'intention de retarder leur première grossesse? Est-ce que c'est un jeune couple qui vit avec le VIH, qui a besoin des conseils beaucoup plus précis? Est-ce que ce sont des jeunes célibataires qui veulent même pas, qui sont dans la logique d'une grossesse non intentionnelle, ou alors est-ce que ce sont juste une jeune mère qui veut prévenir euh, une prochaine grossesse? Et bien sûr, ces jeunes, on a tendance à oublier, ont des caractéristiques différentes selon le genre. Ça peut être des jeunes euh, avec une orientation sexuelle différente, quels sont leurs besoins, quels sont les services qu'on leur offre. Donc, il est très important, à notre avis, de segmenter les jeunes et de savoir que le jeune, selon la culture, selon le contexte, est différent.
il peut être je dirais, 30 ans, c'est-à-dire que quand on va par exemple au niveau de l'Union africaine, le jeune va jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand on est au niveau de certains de l'OMS, c'est jusqu'à 24 ans. Mais la majorité des ONG utilisent 10-24 ans et l'Union africaine utilise jusqu'à 30 ans, ce que les gouvernements africains ont adopté. Et on sait aussi que selon la Charte africaine des droits de l'enfant, euh, tout, tout ce qui est en moins de 18 ans, ce sont des enfants. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce contexte ou cette approche contextuelle de ce que nous, on appelle le jeune dans notre région. C'est important. Slide. Donc, maintenant que nous savons un peu ce qu'on appelle, parce qu'on appelle, qu'on sait qu'on doit stratifier, on doit segmenter les cibles, que les jeunes, ce n'est pas un groupe qu'on met dans un panier et on dit, ben voilà, ce sont les jeunes parce qu'il y a des jeunes, par exemple, vivant avec le VIH ou des jeunes à mobilité réduite. On doit se dire que, ils ont des besoins. Ils ont des besoins différents. Ils sont différents de nous. Et de nos jours, on se rend compte ils ont une place très importante dans les programmes de développement, dans presque tous les programmes de, de- d'éducation, de développement en général, ils sont là. Bon, il y a par exemple des directives mondiales de l'OMS pour l'accélération en faveur de la santé des adolescents. Ce sont des normes mondiales qui sont très importantes et qui sont 35 au niveau de l'Union africaine, d'accord. Je, croyais avoir lu 30 ans au niveau du programme 2035. Donc, merci pour l'ajout. Et donc, je disais, les besoins sont énormes et vous allez voir que les besoins en PF sont différents selon les régions. Au niveau par exemple, de la Guinée équatoriale ou du Togo, les besoins sont en matière de planification familiale sont très élevés, ils sont de 31%, et tandis que globalement, en Afrique du centre et de l'Ouest, ils sont passés de 24 à 22% avec tous les efforts qui sont mis en place. Mais il faut aussi savoir que le taux de prévalence de ces jeunes au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du centre est quand même très bas par rapport au taux mondial. On est au taux mondial à 63% et dans notre région, nous sommes à pratiquement 22-23%. Et donc, avec ce nombre de jeunes importants que nous avons dans le monde maintenant, il est clairement évident que presque tous les programmes de développement sont focus et axent leur action sur les jeunes pour être sûr que le démographique dividende sera, comment dire ça, qu'on pourra tirer profit du démographique dividende et que ces jeunes seront seront ceux sur qui on aura investi et qui changeront, qui transformeront notre communauté. Slide. Alors, les approches qui marchent. Bon, je vais dire que je suis pas allé je n'ai pas essayé de hiérarchiser les approches parce que ce serait pas juste, il y en a plusieurs. Mais mais je voudrais quand même dire le slide après, s'il vous plaît. Après les approches qui marchent. Non, le slide numéro 6, s'il vous plaît. Juste après le titre. Non, plus haut, plus haut. Oui, oui, non, voilà, merci. Oh non, le 6. J'espère que nous sommes en train nous sommes même, juste, voilà, d'accord. Donc, en général, les approches qui marchent, comme vous l'avez vu avec la présentation du docteur Vololo, je vais m'arrêter là pour ne pas me mordre la langue. Ce sont généralement des approches qui combinent plusieurs stratégies et plusieurs principes de base. Bah, par exemple, le renforcement des capacités individuelles est très important. Ce sont des approches qui sont basées sur les droits, c'est-à-dire qu'on ne prend plus une offre de services en planification familiale comme étant
disons, un service de santé simple, mais on tient compte du fait que la personne qui reçoit ce service a des droits fondamentaux et que ces droits doivent être respectés. Il faut aussi que, par exemple, ces stratégies appliquent les principes de l'engagement significatif des jeunes. Et c'est quoi l'engagement significatif des jeunes? C'est avoir des jeunes qui sont impliqués du début à la fin de l'action. C'est avoir des jeunes qui ont le droit de donner leur avis, qui peuvent prendre des décisions dans nos actions. Ce n'est pas ghettoiser les jeunes dans nos programmes, c'est-à-dire leur donner des programmes et nous ne sommes pas là parce que nous encourageons le dialogue et ce pont entre les différentes générations, mais c'est d'avoir les jeunes avec nous, de travailler avec nous et de leur donner justement la possibilité de participer et d'influencer la décision. Mais c'est aussi des démarches qui sont inclusives. Inclusive, ça veut dire qu'on tient compte de la différence. Comme je disais tout à l'heure, les jeunes, ce n'est pas un, une série de caractéristiques sociales au niveau sanitaire même. Donc, on tient compte de la différence, on est inclusif et on tient compte de la diversité. Et la différence est une chose, la diversité en est une autre. On peut aussi proposer une approche multisectorielle parce que, en fait, le jeune, on ne peut pas avoir un programme de PF tout simplement et penser que les jeunes vont adhérer à ce programme les yeux fermés de manière constante sans vraiment chercher ailleurs. Le jeune a une étape de sa vie où peut-être il cherche, peut-être c'est un moment où il est à l'université, il a fini son travail, il a fini son école, il cherche un petit travail, etc. Donc, si on peut avoir des programmes multisectoriels inclusifs qui font des partenariats qui permettent aux jeunes d'avoir des opportunités différentes, on, on a de la chance de les avoir beaucoup plus engagés, beaucoup plus euh, présents dans nos projets, mais c'est aussi de connecter les jeunes aux défis de leur environnement. Aujourd'hui, on parle de One Health, on parle de la variole du singe, on parle du Covid, mais en même temps, tout ça influence la manière dont les jeunes transforment leur environnement, la manière dont ils s'adaptent à leur environnement et la manière dont ils utilisent les ressources qui existent dans leur environnement. Donc, c'est important d'avoir des programmes qui tiennent compte des défis de l'environnement, mais aussi des programmes qui donnent aux jeunes la capacité de travailler avec, pas de travailler, de communiquer avec leur communauté et d'avoir le soutien de cette communauté. Donc, les approches doivent être globales et elles doivent être clairement liées, comment on appelle ça, la création de la demande au service qu'on veut offrir. Slide. Alors, là, j'ai pris l'exemple d'un cadre, le cadre d'un programme qui a été fait par l'USAID et et Knowledge Success et qui est très, pour moi, qui est vraiment complet parce que en fait, il donne, si je peux dire, toutes des éléments, il donne en détail les éléments qui, combinés, peuvent maximiser l'atteinte des résultats positifs en matière d'utilisation des services de contraception, de planification familiale par les jeunes. Et ce cadre, vous voyez, est progressif. On a les jeunes au centre. Donc, il faut d'abord renforcer les capacités individuelles des individus, c'est-à-dire des jeunes. Il faut leur donner la possibilité d'avoir l'information. Il faut leur donner la possibilité et comment je peux appeler ça, les connaissances, les attitudes, les pratiques, le savoir-être, le savoir-faire pour qu'ils puissent justement utiliser les informations qu'on leur donne et les services qu'on leur donne. Mais après ça, il est important justement, en dehors de ces jeunes, il faut que les normes communautaires, tout ce qu'on a autour de nous, les normes sociales, la manière dont nous percevons la jeune fille qui a un ami et qui n'est pas mariée, la jeune mère enceinte qu'on stigmatise, le jeune qui, euh, qui a une relation sexuelle en dehors du mariage dans sa communauté, la manière dont nos normes sociales sont fabriquées et sont tissées, il faut absolument que ces normes puissent soutenir aussi les jeunes et que le jeune puisse être en interaction avec ces normes et que ces normes changent et c'est que ces normes soutiennent les jeunes. Donc, il y a un travail à faire aussi au niveau de la manière dont, dans nos communautés, nous
où nous soutenons les programmes de jeunes. On a vu beaucoup de programmes au niveau de nos communautés avec les leaders religieux, donc ceux qui ont le pouvoir au niveau de la communauté. Qui sont-ils? Est-ce que c'est eux qui peuvent nous aider à donner aux jeunes le leadership nécessaire pour pouvoir être vus et perçus différemment dans la communauté? Ensuite, bien sûr, il faut un environnement juridique, politique favorable. Le docteur Vololo a vraiment bien expliqué tout ça. Tant qu'il n'y a pas un cadre qui pose et qui garantit aux jeunes les droits qu'ils ont, il est très difficile à un moment donné de continuer à travailler parce que il n'y a pas cette jonction entre ce qui se passe sur le terrain et le cadre global. Et bien sûr, comme je disais, ces normes, tout ça, c'est très important. Donc, si vous partez si vous allez vous consulter ce cadre, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de sous-stratégies, beaucoup de sous-actions qu'il faut mener à pour chacun de ces niveaux d'intervention et qui sont très importants, surtout quand on travaille avec les jeunes dans des programmes de planification familiale qui sont fondés sur les droits. Parce que la planification familiale, comme on le sait, elle est volontaire. Slide. Alors, je vais faire un focus là sur l'éducation sexuelle complète, qui est une des approches qu'on retrouve, si je peux dire, qui rassemble un peu euh, les principes et les standards qu'on met souvent dans les programmes de jeunes, parce que justement, euh, elle s'adresse aussi bien aux jeunes à l'intérieur des écoles qu'à l'extérieur des écoles. Il n'y a pas un groupe de jeunes à qui ne s'adresse pas l'éducation sexuelle complète. In school, out of school, et analphabète, illettré, lettré. Donc, c'est tout un processus d'apprentissage et qui est holistique parce que il donne aux jeunes des compétences et des capacités qui lui permettent de s'adapter à son environnement, mais il est aussi, c'est une approche qui est aussi si je peux dire, comment dire ça, qui est adapté à l'âge, voilà, qui tient compte de l'âge et qui a une vision claire sur le respect des droits fondamentaux et l'égalité entre les sexes, entre les jeunes, et en fait qui présente aussi une vision positive de la sexualité, de tout ce qu'il y a comme je ne vais pas dire santé sexuelle et reproductive, entre guillemets, au niveau de nos communautés, parce que nous savons bien comment les interprétations se font, que ce qu'on soit d'un côté culturel ou d'un autre bord culturel. Slide. Donc, je ne prétends pas euh, comment dire ça, je ne prétends pas vous expliquer de manière exhaustive l'éducation sexuelle complète ici. Ce que je sais, c'est que c'est toute une école pour la vie et que au départ, il y a beaucoup d'organisations qui ont embrassé cette approche qui a été, je crois, c'est l'UNESCO qui est le précurseur de cette approche. Mais je pense qu'elle est très importante parce que elle donne aux jeunes des compétences multiples. Comme vous le voyez, c'est une approche qui est scientifiquement exacte dans le sens où il y a eu quand même un certain nombre de comment je peux dire, de tests, même comme on dit que dans les sciences humaines ou bien les sciences du comportement, c'est très difficile de parler d'une science exacte, mais il y a eu comment on peut appeler ça, plusieurs essais, comment c'est le mot m'échappe en français, tried, je ne sais pas comment dire. Bon, il y a eu, ça a été scientifiquement prouvé que ça peut apporter un résultat dans le changement de comportement des jeunes. C'est progressif parce que les connaissances ne sont pas données en une fois. Les connaissances sont des connaissances progressives qui permettent aux jeunes d'acquérir des connaissances du basique jusqu'à un savoir-être et une transformation qui lui permet au niveau de son environnement, au niveau de sa communauté, de participer et d'appeler, d'aider les autres à participer. Et bien sûr, c'est adapté à l'âge au niveau de développement. C'est basé sur un programme d'études parce que c'est très bien écrit avec tout ce qu'il y a comme information sur chaque sujet. Et c'est basé sur les droits.
comme on a dit, on respecte les droits fondamentaux dans les contenus. On est très, très, très à côté de tout ce qui peut être discrimination, tout ce qui peut être, tout langage qui peut amener à la stigmatisation. Donc, ça, c'est très important et c'est fondé sur l'égalité des sexes, culturellement adapté et bien sûr capable de développer les compétences de vie. Et quand on parle de compétences de vie, je ne vais pas revenir dessus. Vous savez qu'une compétence de vie, c'est une compétence qui vous permet de vraiment de gérer les circonstances, de gérer les obstacles, de gérer tout ce que vous pouvez avoir comme difficulté ou comme inconvénient au cours de votre vie et d'en faire justement, de les utiliser justement pour vous en sortir. Donc les jeunes, l'éducation sexuelle complète est très importante pour les jeunes. Et elle est importante pourquoi, slide s'il vous plaît? Parce que on sait que sur le plan cognitif, quand on découpe un peu sur le plan cognitif, comme je disais, elle permet d'accroître les connaissances en général. Il y a beaucoup de thèmes, les jeux donnent des informations, ça permet d'accroître des connaissances sur la sexualité, mais ça leur permet aussi d'avoir une meilleure prise de conscience de leur corps. Vous savez, quand on prend conscience de son corps, on prend conscience de ses droits, on prend conscience du fait qu'on est un être humain qui a des droits, on est plus, comment je dis, on est plus outillé à défendre ces droits-là, mais ça favorise aussi euh, euh, la, la- la mise en place des services qui sont adaptés aux jeunes, des services qui tiennent compte de leurs besoins et des services qui sont ouverts aux jeunes. Je ne vais pas dire friendly, mais je vais dire des services qui sont adaptés, des services transformateurs. Donc, au niveau du affectif, par exemple, ça développe des attitudes, ça c'est vrai. Et le plus important ici, c'est que ça diminue la stigmatisation. Les jeunes qui suivent l'éducation sexuelle complète sont exposés à un certain type d'information qui leur permet justement de percevoir l'autre, de percevoir la jeune fille, de percevoir la jeune personne vivant avec un handicap, de percevoir le jeune qui vit dans la rue de manière différente. Parce que, il y a beaucoup, si je peux dire, d'informations sur le respect des droits, sur le respect de l'autre qui sont divulguées. Et bien sûr, ça renforce la capacité des jeunes à s'engager dans des relations saines, des relations et d'exiger aussi le respect des relations égales. Et comme je l'ai dit, c'est basé sur les compétences. Les jeunes prennent des décisions, les jeunes participent à la décision, les jeunes sont équipés et ils sont euh, prêts à communiquer, c'est-à-dire qu'ils ont les compétences qui leur permettent de communiquer leurs besoins, de défendre leurs besoins et de prendre le leadership pour, disons, changer les choses à côté des adultes, avec les adultes. Slide. Donc, pour dire vrai, l'éducation sexuelle, les programmes que nous menons, toutes les approches de participation des jeunes, toutes les approches de- d'engagement des jeunes sont très importantes, mais il reste encore quelques challenges, quelques éléments sur lesquels nous devons nous appuyer. Quand je préparais ce slide, je suis entré dans les statistiques et je me suis rendu compte que j'ai eu du mal à trouver des statistiques vraiment désagrégées selon, par exemple, la différence des jeunes. On a des jeunes de moins de 24 ans qui sont soit mariés, soit pas mariés. Donc, du coup, est-ce que les autres jeunes, je ne sais pas, est-ce que les autres jeunes ne comptent pas? Parce qu'on dit souvent, ce qui n'est pas compté ne compte pas. Et ce qui est mal compté n'est pas réel. Donc, il y a un grand travail à faire encore en ce qui concerne, disons, je voulais dire la documentation de toutes ces pratiques en direction des jeunes, que ce soit sur le plan quantitatif ou sur le plan qualitatif. Par exemple, l'éducation sexuelle complète, c'est une série de thématiques qu'on donne aux jeunes. Comment est-ce que nous allons, en tant que programme, disons, responsable de programme, mesurer cet impact, la notion d'attribution, la notion de contribution? Comment est-ce que nous allons pouvoir montrer que c'est grâce à l'éducation sexuelle complète que nous avons offert à cette communauté de jeunes
pilote dans ce, disons, dans ce village qui nous permet euh, de dire que nous avons eu les résultats que nous avons. L'autre aspect aussi, c'est les indicateurs sur le parcours de jeunes vers les services de PF. On fait beaucoup de sensibilisation, mais maintenant, entre le moment où les jeunes prennent la décision d'avoir recours à la contraception et le moment où il arrive au point de prestation de service, parfois on le perd en chemin. Quel est le problème? Pourquoi il n'arrive pas? Alors qu'au moment de la, les activités de communication, de sensibilisation, il avait déjà pris la décision. Donc, on a encore besoin d'avoir des informations, ou bien d'axer nos activités dans ce sens pour pouvoir être sûr que nous ne perdons pas tous les jeunes que nous avons mobilisés vers l'objectif que nous cherchons. Est-ce que nous avons, par exemple, des indicateurs pour mesurer on va dire ça quoi, l'empowerment, l'autonomisation des jeunes? Comme je disais tout à l'heure, un jeune à qui on donne les connaissances, l'attitude, le leadership, etc. Comment est-ce que nous mesurons ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est global? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme donc la programmation jeune a toujours disons, toutes ces interrogations, comment est-ce que nous allons vraiment attribuer l'action que nous menons et bien sûr, les services amis de jeunes, quel est le paquet minimum qu'il faut pour un service pour dire qu'il est ami des jeunes? Bien sûr, il y a des standards, mais quel est le paquet minimum dans dans un village où il y a juste un centre de santé, mais il y a des jeunes, nous savons qu'en Afrique, nous avons des jeunes partout dans les villages. Quel est le paquet minimum pour dire que ce service est ami des jeunes? Est-ce que c'est seulement parce qu'on a des formateurs, des prestataires formés? Donc, tout ça sont des questions sur lesquelles nous essayons de discuter à chaque fois que nous nous retrouvons et que je vous laisse aussi comme on dit, quoi à penser, quoi, comme élément à penser. Et comme ça, voilà, on pourra en rediscuter dans une prochaine rencontre. Et je vous remercie. Merci infiniment, Madame Nathalie Nkoumé, pour votre présentation. On retiendra qu'il y a un travail à faire avec la manière dont on fonctionne avec les jeunes et ce sera difficile tant qu'il n'y aura pas un cadre bien défini dans lequel les droits de ces jeunes-là sont clairs. Et que vous avez également abordé l'éducation sexuelle complète qui s'adresse à tous les jeunes et qui a une vision positive et très claire de la sexualité. Vous avez également abordé l'aspect de la documentation des acquis, que ce soit de manière quantitative et qualitative. Nous vous remercions infiniment. Nous allons à présent donner la parole à M. Amou Vaudouessi, qui est un expert, qui est un spécialiste, je vais dire. Il représente le mouvement Billy Now Now au Bénin et il est chargé de projet à la BPF. Monsieur Amou Vaudouessi, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. OK, c'est un plaisir de prendre la parole après les différents experts qui sont intervenus pour parler surtout de ce qui concerne les jeunes, justement. Et quand on parle de jeunes, nous sommes là. Alors, Justin, tu peux faire la projection, s'il te plaît? OK, j'attends la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Justin. OK, alors merci beaucoup. Donc, je suis Amour Dieudonné Vaudon ici, comme mon ami l'a déjà présenté.
Et je vais vous présenter brièvement comment est-ce que mon intervention va être structurée. Et voilà, donc je vais vous parler d'abord de tout ce qui concerne l'engagement des jeunes pour la planification familiale et donc ensuite brosser quelques obstacles à l'accès à l'accès à la planification familiale. Et je vais beaucoup plus faire focus Bénin. Voilà, donc oui, prochaine diapo, s'il vous plaît. Diapo suivante. OK, voilà. Est-ce que... Non, je ne pense pas que... Oui, il y a une diapo avant ça. Justement. Alors, comment est-ce que les jeunes œuvrent pour la promotion de la planification familiale? Il faut dire que aujourd'hui, au Bénin et même dans la sous-région, on peut bien le constater, hein, l'engagement des jeunes devient de plus en plus fort, de plus en plus visible. Et c'est ancré aussi dans nos pratiques aujourd'hui que l'implication significative et inclusive des jeunes n'est plus un sujet à négocier. Donc, au Bénin, je vais utiliser cet exemple que vous pouvez déjà voir à l'écran parce que quand on parle de la synergie d'action entre les organisations de jeunes, quand on parle de voir qu'aujourd'hui, le mouvement Bili Nanao au Bénin est l'exemple palpable de la construction de mouvements, de la collaboration. Et pourquoi est-ce que je mets l'accent sur la collaboration? C'est parce que, bien sûr, nous avons vu que ce mouvement qui a vu le jour est, je dirais, hein, le travail d'un ensemble d'organisations de jeunes. Comme je l'ai mis là à l'écran, vous pouvez voir, il y a Jeunes volontaires pour la santé, il y a l'association ILEWA, il y a également le réseau féministe Filles en Action, il y a également l'association des blogueurs du Bénin. Alors, cette coalition, ou ce consortium d'organisations de jeunes est appuyé par l'association béninoise pour la promotion de la famille et pour tout ce qui concerne l'offre de services, l'appui aux prestataires et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, la collaboration qu'on voit à travers ce consortium qui existe et bien sûr entre les organisations de jeunes et les organisations de la société civile en général montre que les jeunes deviennent de plus en plus, je dirais, les acteurs principaux de cette lutte pour la promotion de la planification familiale pour faciliter l'accès des adolescents et des jeunes aux services de la contraception, aux méthodes contraceptives. Et oui, diapo suivante. Donc, parlant toujours de comment est-ce que les jeunes font ce travail, j'ai parlé de construction de mouvement, mais il y a quelque chose qui est important que je vais aussi souligner, qui est la création de solutions innovantes. Par la suite, je vais vous parler de ce qui concerne l'offre des services. Je vais vous parler aussi du plaidoyer communautaire pour l'engagement des maires et du secteur privé. Je vais ensuite vous parler de la collaboration avec le gouvernement. Oui, diapo suivante. Alors, parlant de la collaboration, vous allez voir, j'ai déjà mis l'accent là-dessus et je reviens pour mieux vous en parler. Vous pouvez voir déjà à votre gauche qu'il y a le maire de la commune de Toribosito qui tient par exemple un message positif. Il y a la directrice régionale de PP Global. Voilà, quand on parle du mouvement Beli Nao Nao, il faut aussi parler de